Bonjour à tous, bienvenue sur Timeline Radio dans les interviews Histoire. Je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Renaud Leblond, éditeur et écrivain pour son nouveau livre, un roman historique, Les âmes combattantes, j'adore le titre, aux éditions de l'Archipel. Bonjour Renaud. Bonjour Richard. Je suis ravi de... Bon, on va pas se mentir, on se tutoie dans la vie, oui. On peut se tutoyer en vrai, Okay. Je suis ravi de te recevoir. Alors c'est un roman historique, donc je dis bien roman, mais très documenté, fondé sur des archives familiales et des documents authentiques, ça c'est important, tous les courriers, toutes les lettres en fait qu'on voit dedans, il y a des comment est-ce qu'on appelle ça, des documents administratifs qui sont dits, tout ça c'est authentique. On est d'accord ? Absolument. Tout est vrai. Tout ce qui est cité est authentique. Ouais. Et l'intérêt, le grand intérêt, c'est pas uniquement que ça parle de ta famille, mais pas une partie de ta famille, mais c'est que ça raconte la naissance de la résistance française du point de vue des premiers agents du SOE britannique. On va dire ce que c'est après, à travers 3 personnages qui ont existé. Pierre de Vaumécourt, que j'ai appris à connaître, René Piercy et Thérèse Leblond. Le récit mêle l'aventure, l'espionnage, l'amour, la vie familiale, l'histoire. Et évidemment, quand je dis Thérèse Leblond, ça t'est pas étranger. Ah oui. Évidemment. Comment tu as eu l'idée, en fait ? Comment c'est parti, avant de résumer le livre ? En fait, avant que ça devienne un projet de livre, c'était une question que je me posais. Je savais que ma grande-tante, c'était la petite sœur de mon grand-père, avait été l'épouse d'un grand résistant, René Piercy. Je savais quel avait été son destin, qui a été tragique. Pour autant, je ne savais pas si Thérèse, son épouse, avait été active dans les réseaux de résistance ou pas. Ouais. Elle était jeune maman, elle avait une vie sociale à Lyon, etc. Voilà. Je savais par mon père qu'elle avait une très forte personnalité. Mon père un jour m'a dit tu devrais aller la voir, elle vivait dans le sud-ouest et je suis passé la voir, on a déjeuné ensemble et j'ai senti que c'était pas une histoire facile à raconter. Elle m'a dit oui, je t'en reparlerai. Il faut prendre son temps, voilà, pour aborder toute cette période. C'est intéressant d'ailleurs de la part de quelqu'un qui était, on va dire, du bon côté de l'histoire, oui, mais même du bon côté de l'histoire, ce sont des heures très très difficiles. Donc on s'est dit qu'on se reverrait, puis comme parfois dans la vie, les choses se font pas. Et elle est décédée 3-4 années plus tard. Et moi, après avoir écrit un premier roman historique sur l'histoire du nageur Alfred Nakache, qui s'appelle Le nageur d'Auschwitz, je me suis beaucoup documenté sur cette période. Et je me suis souvenu en fait de ce déjeuner et je me suis dit il faut que je réponde à cette question. Quel a été le rôle de Thérèse ? Et donc j'ai commencé à interroger des gens de la famille, des cousins éloignés que je ne vois quasiment jamais. J'ai envoyé des mails, des bouteilles à la mer. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Et puis la première réponse a été mais tu sais on n'a rien, mais continue, c'est bien, c'est important. Et puis un jour, petit miracle, un des cousins de mon père m'a dit, écoute, on a retrouvé un carton avec des documents qui avaient été récupérés dans la maison de Thérèse dans le sud-ouest. Et là, il y avait des choses extrêmement précieuses. C'était souvent au décès des personnes. Voilà, exactement. Mais enfin, c'est des documents qui peuvent vraiment disparaître, au cours d'un déménagement après, etc. Enfin, c'est assez impressionnant d'ailleurs de se dire qu'il y a des mémoires comme ça qui sont là et qu'on récupère ou pas, quoi. Et donc, ils m'ont communiqué ces documents et donc là j'ai eu la réponse, un début de réponse à ma question, confirmée ensuite par des recherches que j'ai faites auprès de services historiques de la défense à Vincennes, où ils ont tous les dossiers de liquidation des réseaux de résistance. Et là, j'ai vu que ma tante était membre du service Action du SOE britannique, donc les services secrets britanniques créés par Churchill. Pour commencer à 40, dès 40 pour organiser les débuts de la résistance en France. Et donc réponse à ma question, Thérèse était très active dans ce réseau. Et donc là, moi, j'avais
l'image de cette femme très élégante, très digne, économe en mots, prudente, comme je te le disais, enfin voilà, qui voulait prendre son temps pour raconter tout ça. Et puis ces documents qui venaient raconter ce qu'elle n'avait pas pu me dire. Ouais. Et donc là, petit à petit, je me suis dit, il faut vraiment raconter cette histoire, d'autant que, comme tu le disais, ça raconte les tout débuts de la résistance, et c'est des choses qu'on ignore, qu'on passe sous silence. On parle plus de la résistance une fois qu'elle est organisée, finalement. Il n'y a pas de document, donc évidemment, personne dit, bon, alors à partir d'aujourd'hui, je rentre en résistance, soit contre Vichy, soit contre les Allemands, parce qu'il faut savoir que c'est pas forcément la même chose à cette époque-là, que chacun puisse comprendre. C'est pas parce qu'on est contre Vichy qu'on est contre les Allemands, ou inversement, qu'on est contre les Allemands et qu'on est contre Vichy. Il y en a certains qui étaient contre les Allemands, mais pro-Vichy. Donc c'est pas si simple. Absolument. Choisir son camp, c'est pas évident. Il y a le réseau Canopé sur Internet, on peut avoir pas mal de choses. Bon, alors le résumé. Je te laisse faire le résumé du livre. C'est normal. Le résumé, c'est en fait à travers le destin de Thérèse, de son premier mari René, et puis de ce personnage dont tu as parlé, Pierre de Vaumécourt, c'est de raconter ces pionniers de la résistance qui ont... alors, Pierre de Vaumécourt et Thérèse et René se connaissaient avant-guerre, ils étaient amis. Thérèse et René de Paris sont partis à Lyon. Au moment de la débâcle, ils sont partis s'installer à Lyon. Là, René a commencé à prendre contact avec des premiers réseaux, notamment à Clermont-Ferrand. Et Pierre de Vaumécourt, lui, il était agent de liaison pendant la guerre entre les armées françaises et britanniques. Il parlait anglais. Ouais, et il parlait très très bien anglais. Il avait été dans des collèges en Angleterre, etc. Ainsi que deux de ses deux frères. On en reparlera peut-être. Et lui, à Cherbourg, il a réussi à monter, alors qu'on lui disait d'aller à Bordeaux, à monter sur un bateau anglais et à rejoindre Londres. Et là, il a vu qu'il y avait un peu de... C'est normal, c'était des débuts. On le voit bien d'ailleurs dans le film en ce moment sur la bataille de Gaulle. J'ai toujours pas vu, mais... voilà, on voit bien que forcément, ça cafouille. Les débuts sont difficiles, il n'y a pas d'argent, pas de logistique, rien, etc. Et c'est le moment où Churchill lui dit il faut y aller, et il se posait une question, c'était d'estimer les capacités de résistance de la population française. C'était ça la première chose. Et après d'identifier les premiers réseaux, les amorces de réseaux, les financer, les armer, les former, etc. C'est le rôle qu'il avait assigné à ses agents du SOE, du fameux SOE. Et dedans, il avait créé donc à Londres, au sein du SOE, une section française. Et donc, il a commencé à recruter des Français qui étaient à Londres et qui étaient prêts à suivre 3 mois de formation intensive. Pierre de Vaumécourt, alors il faut voir le profil de Pierre. C'était un garçon pas extrêmement sportif, diplômé d'HEC, jeune banquier, voilà, mais profondément patriote. Oui, c'est pas James Bond. C'est pas James Bond, non. Ouais. Donc il va faire son entraînement en parachutisme, etc. Bon, comme il peut. Et ils apprennent à se battre aussi. Il y a aussi toute une formation plus psychologique pour résister aux interrogatoires en cas d'arrestation, etc. Ça se passe dans des manoirs dans la campagne britannique. Et Pierre va être un des tout premiers parachutés. Il arrive, ils sont 2. D'ailleurs, son camarade se blesse en atterrissant, si je puis dire, et dans la région de Châteauroux. Et Pierre va commencer par... Alors, il faut imaginer, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de soutien. Ils sont seuls au monde, en prenant vraiment tous les risques. Et Pierre va rejoindre près de Limoges son frère aîné, son frère aîné Philippe, qui a une grande propriété dans la région. Et il dit à son frère, est-ce que t'es voilà, je suis en lien avec les Britanniques, avec le SOE, etc. Est-ce que tu veux bien rejoindre l'organisation? Il dit évidemment oui tout de suite.
D'autant que sa propriété, il a une très grande propriété, etc. Enfin, un très bon terrain de largage de matériel et puis aussi d'atterrissage. Et donc voilà, il constitue déjà ce réseau avec l'idée de proposer la même chose au troisième frère, au Mécourt, Jean, qui lui est dans l'est de la France, dans la zone dite interdite. Il est hôtelier dans l'est de la France. Ils vont se retrouver à Paris et il va évidemment. Oui, c'est non, pas évidemment. Non, il va pas évidemment. Mais il va tout de suite dire oui. Et les frères Vaumécourt quelque part vont se partager le territoire français, quoi, en termes de champ d'action. Et puis après, Pierre Vaumécourt va aller à Lyon. Ouais. Il apprend que Thérèse et René, ses amis, sont à Lyon. Et là, ils se rencontrent et il explique à Thérèse et René. Et là, ce qui est extraordinairement émouvant, c'est que ils disent oui tout de suite, bien sûr, et se met en place l'organisation qui encore une fois est quelque chose d'extrêmement sensible, où ils vous prennent vraiment des risques pour leur vie, et ce sera d'ailleurs, on en parlera peut-être, le cas 2 années plus tard. Donc voilà, donc c'est vraiment les débuts, les prémices de la résistance. C'est des gens qui ont essuyé les plâtres, dont l'action est méconnue, et qui a été une action absolument décisive en fait, pour constituer ensuite ce que seront les grands réseaux de résistance qui vont rejoindre les réseaux créés par De Gaulle, et tout ça va évidemment à un moment donné ces réseaux que pas Jean Moulin fusionner, que Jean Moulin va regrouper, etc. Voilà. Lyon, bien sûr. Voilà. Et c'est là que la petite histoire rejoint la grande, parce que tous les grands personnages, entre guillemets, qu'on connaît, je parle de Jean Moulin, mais le préfet, enfin, l'horreur, quoi. Tous ces gens sont là. Germaine Tillon aussi. Germaine Tillon. Qui est une des premières, pareil. Germaine Tillon. Le premier réseau de résistance. Oui, c'est assez extraordinaire parce que Pierre de Vaumécourt a été arrêté en 42, au printemps 42, enfermé à Fresnes. Et j'ai retrouvé... j'ai réussi à entrer en contact avec un descendant de Pierre de Vaumécourt, Olivier Dumanoir, qui m'a dit, comme pour mes cousins côté Leblon, non, mon grand-père, je l'ai pas connu, je sais qu'il a été un grand résistant, mais j'en sais pas plus, mais je regarderai. Ils ont un manoir, on va dire, dans la région de Châteauroux, justement, tout près de là où Pierre Vaumécourt a atterri. Et puis un jour, même chose, il me rappelle en disant, j'ai trouvé un carton que ma grand-mère avait constitué et laissé dans le grenier avec le nom Lucas dessus. Et Lucas, c'était le nom d'agent secret, le nom de code de Pierre de Vaumécourt. Et dedans, on a retrouvé tous les deux, parce qu'il n'avait jamais ouvert ce carton, le journal de captivité de Pierre de Vaumécourt, où écrit, écriture serrée, comme ça, qu'il a réussi à conserver avec lui et qui dormait dans ce grenier. Et Pierre de Vaumécourt, les Anglais, quand il a été arrêté, les Anglais ont décidé qu'il fallait absolument le faire sortir par tous les moyens. Oui, parce que lui, c'était des choses il était très très important dans l'organisation, c'était vraiment un stratège, etc. Et c'est Germaine Tillon, ça c'est incroyable, qui a été chargée, qui était dans un autre réseau, mais proche aussi des Britanniques, qui a été chargée d'organiser l'évasion de Pierre de Vaumécourt. Malheureusement, Germaine et d'autres ont été arrêtés suite à une trahison. Exact. Et elle a été envoyée à Ravensbrück, sa mère aussi, etc. Enfin voilà, ça a été absolument tragique. Et Germaine Tillon, des années plus tard, a voulu rencontrer les filles de Pierre de Vaumécourt. Elle en a fait la demande auprès d'une amie, pour raconter cette histoire, en disant, vous savez, c'est... Voilà, mais heureuse de l'avoir fait, mais c'est en cherchant à faire libérer votre père que j'étais arrêté. C'est dingue. C'est beau, c'est une belle histoire. Et elle tenait à ce que ça soit su de la famille de Pierre de Vaumécourt. Ça très beau. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'adore. Oui, donc on croise Klaus Barbie, on croise évidemment tous ces gens assez peu recommandables. SOE, j'ai pas dit ce que c'était, c'est le Special Operations Executive. Absolument. Donc, alors j'en ai parlé dans l'émission sur Fortitude, évidemment, puisque c'est parmi ces agents-là qui étaient recrutés que s'est
certains ont été envoyés exprès à la mort, enfin quasiment à la mort en fait, parce qu'ils savaient qu'ils seraient pris avec de fausses informations. Ouais. Et dans le livre, je trouve, on retrouve l'armée des ombres, on retrouve les femmes de l'ombre, on retrouve tout ça en fait. Les femmes, les femmes, en fait, plus j'avançais dans cette enquête, à la fois enquête familiale et plus globale sur cette période, plus je me rendais compte que les femmes ont eu un rôle majeur en Bien fait. sûr, c'est les combattants de l'arrière en fait. Qui est pas sans doute pas encore suffisamment mis en avant, connu, etc. Et donc des gens comme ma tante qui ont concrètement agi. Et puis des stratèges, des chefs de réseau. Tu as évoqué Germaine Tillion, mais il y a aussi Marie-Madeleine Méric. Oui. Qui s'appelait ensuite Marie-Madeleine Fourcade, dont je parle aussi pas mal dans le livre, puisqu'en fait Thérèse et son mari René vont en 1943 intégrer le réseau de résistance de Marie-Madeleine Méric. Exact. À quel moment tu t'es dit, ou d'ailleurs est-ce que tu t'es posé la question, j'en fais un roman plutôt qu'un livre d'histoire ? C'est la question de la littérature en histoire, sur les sujets historiques. Je trouve que si on a l'exigence de vraiment d'être le plus fidèle possible à la réalité historique telle qu'elle nous est décrite par les documents, et quand on a beaucoup de documents, c'est d'autant plus facile parce que voilà, quand on a des documents inédits, des témoignages, etc. On peut aussi, je crois, pour rendre les choses sensibles, en fait, faire appel à la littérature, c'est-à-dire à une part assumée de mise en scène, de s'autoriser des dialogues, par exemple. Voilà, mais bien sûr, voilà, c'est de dire à ce moment-là, ils ont pu se dire ça, etc. Le tout, c'est que le contrat soit très clair avec le lecteur, et enfin, il me semble, oui, c'est le cas. Et de le dire. Et de dire voilà comment je l'ai construit, et j'ai voulu faire, moi j'aime bien l'expression roman vrai. Roman vrai. Oui, il y a une espèce comme ça de c'est pas un oxymore justement, mais c'est une association de deux choses qui peuvent paraître contradictoires, mais qui en réalité se rejoignent, et je pense permettent de rendre, encore une fois, sensible le récit. Parce que ce qui est frappant aussi, c'est l'évidence de le dire, mais n'empêche que voilà, il faut le raconter aussi. Sont des êtres humains sensibles. C'est pas parce qu'ils s'engagent dans des actions héroïques que ce sont des durs, insensibles, qui ne connaissent pas la peur. Si la peur, ils la connaissent tous les jours, qui ont des sentiments. L'amitié est quelque chose d'hyper fort en fait. Ça se sent d'ailleurs. Oui. Ouais, et on se rend compte d'ailleurs que beaucoup d'engagement de résistants démarrent par amitié. C'est un pote qui est là, qui dit je suis dans tel réseau. C'est comme ça qu'on s'en rend compte. Ouais. En fait. Un livre d'histoire, ça peut être froid. Oui, voilà. Ouais, donc ça permet de rendre les choses encore une fois plus sensibles. Donc j'ai décidé à un moment donné, je me suis dit allez, essaye de l'écrire comme ça. Le message passera peut-être mieux que si c'était juste un document purement historique. Et j'aime beaucoup le titre, Les âmes combattantes. Ça me fait plaisir. Ça donne un côté très humain, justement, c'est très sensible, j'aime bien. Merci. C'est Thérèse, évidemment, l'héroïne du livre, mais je trouve que ton personnage préféré, c'est ce que j'ai ressenti en le lisant, c'est plutôt Percy, René Percy. On va pas dévoiler, mais bon, on se doute bien que on se doute bien qu'ils sont plus de ce monde, mais... Ça me fait plaisir, et puis c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup Pierre de Vaumécourt et ses deux frères qui ont été extraordinaires. C'est rare une fratrie comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais René, il y a quelque chose. René, il a... Alors on va peut-être pas tout dire aux auditeurs. Déjà, il a un passé incroyable. Mais c'était un gars très très sportif, qui voulait intégrer Saint-Cyr. Malheureusement, il fallait être très bon en maths. Et lui était bon en lettres, mais j'ai retrouvé son dossier militaire, c'est comme ça que je le sais. C'est génial.
ça, où il y a toutes les notes et les commentaires. ça, c'est voilà. Et donc, il en a nourri une déception, hein, parce que quelque part, c'était son rêve. Son père était officier supérieur, etc. Donc, il s'inscrivait dans cette lignée. Bon, il n'a pas pu. Et donc, il a fait il a démarré une autre carrière. Mais je pense que c'est pas neutre dans son engagement dans la résistance. C'est-à-dire que ça a été sa manière à lui aussi, je pense, de servir. Ouais. D'où le croisement avec Tola Vologe. Oui, alors Tola Vologe. Ouais. Alors moi, passionné de foot, je pensais que c'était un lieu d'entraînement. Je me suis jamais posé la question parce que c'est là où s'entraîne l'Olympique Lyonnais. C'était un personnage. Il faut déjà être un passionné de foot pour le savoir. Ou un Lyonnais. Ou un Lyonnais. Je suis plus passionné de foot que Lyonnais. Mais c'est plutôt l'OM. Mais c'est pas grave. Mais je pensais pas que c'était un personnage déjà. Et encore moins un résistant. Et c'est un personnage qui mérite d'ailleurs, mon avis, d'avoir un portrait, quelque chose. Ouais. Et oui, donc très sportif, victime, je reviens à René, victime d'un accident de voiture en 38, fou de vitesse, hein, comme il y en avait beaucoup. Hein. Et voilà, il en est ressorti avec une jambe un peu estropiée, etc. Enfin voilà, donc il boitait un petit peu. Et puis surtout une balafre, qui lui a donné son surnom en fait, puisqu'en fait tout le monde l'a appelé ensuite le balafré. Il était connu comme le balafré. Et oui, c'est quelqu'un qui avait voilà un engagement à 100%. Et c'est un gars droit, quoi. Un gars très droit et sympa. Je sais pas, c'est pas le fait qu'il aimait la moto, les voitures, etc. Mais en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure et voilà, et qui a partagé tout cet engagement avec sa femme. Et ça, c'est beau aussi. Oui. Ouais, tout à fait. Bon, j'avais bien senti alors. Ok, très bien. Donc, je parlais de Jean Moulin tout à l'heure. Jean Moulin, je pense que tous les Français connaissent Jean Moulin, ou alors il y a vraiment un problème. Mais Pierre de Vaumécourt, et moi, je le connaissais pas. Enfin, j'aime bien, je dis même moi, mais quasiment inconnu au bataillon, quoi. Ouais. Comment ça se fait ? Comment ça se fait Comment ça se fait ? Tout le monde, c'est sûr, mais il a une importance quand même. Il a une importance puisqu'il est très stratège, comme je le disais dès le départ. Alors il y a une histoire dans l'histoire aussi. C'est peut-être le moment d'en parler. Et ça l'avait fait connaître dans les années 60, mais ça serait bien passé. Puis après, il a disparu de la mémoire collective. C'est qu'il y a un personnage très trouble pendant ces années-là, c'est Mathilde Carré, celle qu'on a appelée la chatte, et qui était agent double. Il y a des bouquins sur elle. Et il y a des bouquins sur elle, et elle a écrit ses mémoires, etc. Et en fait, Pierre de Vaumécourt, à un moment donné, n'avait plus de radio. Vous savez, les radios, c'est les hommes radio. Enfin, c'était vraiment essentiel. Hein. Dangereux. Et voilà, il fallait se balader avec son matériel, qui était quand même pas si léger que ça, et visible. Et c'est des gens qu'on payait de leur vie. Hein. Et rien n'était possible sans ces communications avec Londres. Donner les infos, les recevoir, les instructions, etc. Donc, son radio avait été arrêté. Donc là, il cherchait désespérément à Paris à pouvoir en rencontrer en recruter un. Et c'est là où on lui dit, il y a un réseau qui s'appelle l'Interallié, qui était dirigé par un officier polonais, mais qui avait été arrêté, qui est maintenant dirigé par celle qui était son numéro 2, qui est cette Mathilde Carré. Elle a des relations avec Londres constantes, de confiance, etc. Donc c'est un ami banquier de Pierre de Vaumécourt qui lui en parle et qui dit qu'il devrait la rencontrer. Donc il a confiance dans cet ami, il la rencontre, il teste un petit peu et il voit qu'effectivement elle a la confiance de Londres, etc. Et donc Mathilde lui met à disposition un radio et l'informe, etc. Sauf que assez vite, sur des opérations de largage de matériel, etc., les choses ne se passent pas comme Pierre les avait organisées. Donc il a des doutes de plus en plus. Et à un moment donné, il se dit il faut que j'éclaircisse tout ça, parce qu'il est inquiet.
Et donc il la confronte, comme on dit aujourd'hui, hein, et ça prend vite l'allure vraiment une vraie confrontation d'arguments, etc. Et à un moment donné, Mathilde Carré dit oui, bon, allez, je vous le dis, j'ai une relation avec un officier allemand, mais avec l'ennemi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je n'ai donné d'informations que ce qu'il savait déjà. Et puis j'arrête tout de suite. C'est une bêtise, etc. J'arrête tout de suite. Mon camp, c'est évidemment celui des Alliés, etc. Bon. Et là, Pierre de Vaumécourt se dit, j'ai deux solutions. Soit je l'élimine. C'est là où on rebascule dans la dureté, hein, des choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des éliminations, il y a des... Le terrain, quoi. Le terrain. Et soit je l'intoxique en lui faisant croire que je la crois, et qu'elle revient dans le bon camp, et qu'elle arrête cette liaison, etc. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et Pierre va intoxiquer, en fait, des fausses Mathilde Carré, et lui donner des fausses informations qui vont être données à cet officier allemand qui s'appelle Blecher, parce qu'évidemment elle continue son double jeu, et ça va être assez efficace. Et puis à un moment donné, Pierre de Vaumécourt va s'arranger pour la faire venir en Angleterre, et elle sera arrêtée en Angleterre. Donc il y a eu un procès, elle a été condamnée à mort, puis ça a été transformé en 20 ans de prison, et puis elle a, pour raison de santé, parce qu'elle n'a pas empêché de vivre jusqu'à 90 ans, mais elle est sortie de prison, et comme on le disait, elle a écrit ses mémoires, etc. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin du livre, tu mets tous les personnages, en fait, qui sont devenus, etc. Et ça, c'est vachement bien. Ouais, que sont-ils devenus parce que évidemment dans le roman on peut pas mettre tout ça, et en même temps on se demande, puis ça permet de voir aussi, de mesurer à quel point le sacrifice, quoi, de tous ces gens, parce qu'il y en a énormément qui sont tombés. Oh que oui. Le SOE d'ailleurs, peu de Français connaissent. Hein. C'est pareil. Je crois que c'est très méconnu, et je dois dire moi-même que ayant travaillé un peu sur cette période, c'est quelque chose qui me disait vaguement quelque chose. Mais je ne savais pas du tout comment c'était structuré, je ne savais pas qu'il y avait une section française à Londres, je ne savais pas combien il y avait d'agents, je ne savais pas comment ils étaient financés, etc. Je ne savais rien de tout ça. Non, c'est... Mais alors, en fait, ça a été... Bon, maintenant c'est loin, tout ça c'est réglé, etc. Et ça explique peut-être, pour répondre à ta question sur Pierre de Vaumécourt, qu'il n'est pas rentré dans le roman national, comme on dit, je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais c'est que ça n'a pas été très très bien vu par les gaullistes à la Libération. C'était, on les appelait les espions français de Churchill. Oui, alors, c'était le même camp, mais c'est des gens qui avaient choisi un mode d'action différent, pas dans le giron direct de Gaulle, même si après il se retrouve. Hein. Et ça a créé, ça a été dit comme par des historiens qui ont travaillé sur le sujet, pendant une bonne dizaine d'années après la Libération, on ne parlait pas du SOE. C'est plus tard, en fait, que des historiens anglais ont commencé à raconter cette histoire, etc. C'est vrai qu'il y aurait une émission à faire sur le côté sombre de c'est déjà une époque pas très joyeuse, mais il y a un côté très très sombre. Il y a un côté terriblement terrain, terriblement froid. Churchill pouvait être très très froid quand c'est Coventry, je crois, quand ils savent que Coventry va être attaqué, et ils ne disent rien pour pas dévoiler aux Allemands qu'ils ont déchiffré Enigma. Je l'ai déjà dit, je pense pas qu'un Français aurait fait ça. C'est très anglo-saxon, mais un Français l'aurait pas fait. Et envoyer sciemment des agents du SOE avec de fausses informations, sachant qu'ils vont être capturés, torturés, et qu'ils vont livrer ces infos sous la torture, pensant que c'est des vraies infos, ça aussi. Je pense qu'effectivement ça doit jouer sur le fait que oui, c'est pas très bien vu. On pense à Nour Hayat Khan, qui est une princesse en plus, qui faisait partie du SOE, des femmes du SOE, qui a été torturée, dont j'avais parlé. C'était très. D'ailleurs, sur la torture, c'était très sobre, malgré tout.
t'en parles, mais et c'est glaçant. Il y a des moments où on se dit bon, là on y arrive. Je dis pas qui, mais quand tu dis voilà, quand elle cherche qui, ce qu'il est devenu, où est-ce qu'il est, etc. On se dit bon, on va avoir droit à. Et, ça reste sobre. En fait. Non, là j'ai voulu. C'est bien. Ouais, rester sobre. Bon, il était son mari. Bon, on peut dire quand même qu'il a été arrêté et déporté sous l'étiquette Nuit et brouillard. Donc c'était NN, donc c'était le secret absolu. Et donc cette idée du secret absolu, quelque part, j'ai voulu aussi le faire ressentir en ne racontant pas trop, mais plutôt en insistant sur l'angoisse de sa femme. Je savais pas d'où ça venait d'ailleurs, Nahrtun Nebel. Oui. Que c'était ça justement, on les cache et on donne. C'est ça, c'est vraiment l'horreur absolue, quoi. Et c'était ceux que les Allemands considéraient comme vraiment leurs ennemis les plus les plus virulents et dangereux pour eux. Et non, j'ai pas voulu raconter trop ça. Par contre, j'ai parlé de Fresnes, de la prison de Fresnes, un petit peu de la prison de Montluc à Lyon, mais Fresnes, puisque j'ai pu avoir ce document, ce journal de captivité de Pierre de Vaumécourt. Et donc là, j'ai un peu plus raconté. C'était une prison très très dure. Et surtout, ça permet de montrer que un Pierre de Vaumécourt comme d'autres, il a peur de quelque part de craquer sous la torture. Donc il va à un moment donné, ça va tellement loin, il est tellement désespéré et puis évidemment tellement pouvoir garder ses informations et pas être contraint de les donner, etc., qu'il va tenter à 2 reprises de se suicider. Lui aussi, ouais. Et non, et ça, il l'écrit, il raconte son tentative de suicide. C'est les questions que j'avais posées justement. Ah oui. C'était écrit dedans. Ouais, tout ça est écrit et c'est très bouleversant. Ce qui est très bouleversant aussi, un passage moi, de son journal, on va dire, là, qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à un moment donné, il apprend, et donc il le raconte, il apprend par un autre détenu qu'à Londres, il y a eu une de ses connaissances, donc à Pierre de Vaumécourt, qui est un grand bourgeois, prospère, etc., et qui se répand, ou en tout cas qui s'est répandu une fois dans un cocktail comme ça, en disant quel imbécile ce Pierre de Vaumécourt de vouloir en gros faire le malin, puisque Pierre de Vaumécourt en fait a été parachuté une 2e fois, il est rentré à Londres par vedette, un bateau, pour donner ses informations et puis reprendre un peu de force, etc. Et il a tenu absolument à y retourner. Et donc voilà, donc il apprend qu'il y en a, dont ce gars, qui se moque de lui. Pourquoi faire le malin alors qu'il avait tout pour être heureux. Une belle situation, une femme, 2 enfants, etc. Et ça le heurte profondément quand il apprend ça, et parce que il voit pas sa femme et ses enfants, et qui sont à 20 km de Fresnes, etc. Et il se dit, oui, je les prive d'une vie familiale, heureuse, etc. Et donc il est heurté et il se met à douter en fait. Et ça, c'est petites choses comme ça. Hein. Ça les rend hyper humains. Mais ça les rend hyper humains. Et tout d'un coup, et puis à un moment donné, il se reprend. Et puis il dit, mais les imbéciles, puisqu'il le traite d'imbécile, peut-être qu'un jour les imbéciles ils auront raison. Ouais, c'est vrai. On dira que c'est eux qui avaient raison. Exactement. Et renversement comme ça. Ouais, et ça, c'est très émouvant, très beau. X fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi à leur place? Alors évidemment, ça dépend à quelle époque, etc. Ah oui, mais en tout cas, c'est vrai que ça pose la question de l'engagement. Oui, c'est sûr. C'est assez... Enfin, moi, je trouve ça toujours assez incroyable. De la part de gens qui ne se sont jamais vantés de quoi que ce soit. Plus, après, ils se prenaient pas pour des héros. Les vrais de vrais, d'ailleurs, on peut raconter. Ça, et c'était le cas de ma tante. Oui, la preuve, effectivement. Ce qui est étonnant aussi, c'est que c'était au départ très artisanal, ses débuts, mais en même temps, on les trouve très professionnels, très... comme si c'était des pros des services secrets, quoi. Ouais, alors ils avaient des formations régulières de sabotage, par exemple. Ouais. Maniement du plastique, etc. Donc il y avait des agents britanniques qui les retrouvaient. Donc ça se passe beaucoup dans la campagne lyonnaise du Beaujolais.
un terroir que j'aime beaucoup par ailleurs, et où la famille avait une maison, donc c'est là où Thérèse et René allaient se reposer quelque part, chez ma grand-mère en fait. Et donc là, il y avait des rendez-vous secrets avec des formateurs britanniques sur tous ces sujets-là. Ils sont devenus très opérationnels assez vite. C'est peut-être le moment aussi de dire que une des grandes actions du SOE, ça a été de faire du sabotage industriel. Parce que bon, très vite l'économie française s'est quand même mise au service des Allemandes, et donc l'idée c'était de saboter les usines qui travaillaient directement pour le Troisième Reich, aussi beaucoup d'actions sur les transports. Oui. Donc créer de la confusion dans les programmes, etc., de manière à retarder ces livraisons aux Allemands, et donc ça a été un axe très important de leur action. Moi, ce qui m'étonne toujours, aujourd'hui on est 80 ans plus tard, c'est facile, on connaît l'histoire, donc on se dit oui, peut-être que j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, parce qu'on sait que ça n'a pas duré plus de 4 ans. Mais quand on est à ce moment-là, quand on est en 40 comme eux, c'est-à-dire vraiment au tout départ, quand on sait que l'Allemagne a écrasé tout le monde, et que il n'y a aucune bonne nouvelle. Il y a aucune bonne. Ouais, c'est ça. C'est parti pour 1000 ans, soi-disant. Ouais. Comment est-ce qu'on peut dire je résiste ? Est-ce que tu as retrouvé des moments, non pas de doute puisque tu l'as dit, mais oui quand même de baisser les bras, quoi. C'est incroyable de se dire à mon tout petit niveau. Quand on voit aujourd'hui, ça me fait marrer les résistants d'aujourd'hui qui résistent à je sais pas quoi d'ailleurs, ça me fait rire. C'est incroyable de se dire résister à ça. Écoute, j'ai lu dans des lettres, etc., des interrogations. Effectivement, en 41, il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir. 42, l'occupation de les soviétiques, toute la France occupée, la zone libre qui est occupée, etc. Enfin, c'est tous durcis, etc. Donc, mais on sent toujours dans les lettres une volonté inébranlable, en disant oui, mais on lâche pas. Ça va finir par se retourner. C'est comme De Gaulle. Enfin, c'est pareil, c'est la même conviction inébranlable. C'est invraisemblable. Et je pense que c'est ça qui fait la particularité de ces gens. Oui. C'est que leur volonté était et leur espérance aussi. C'est pour ça que je suis content que le titre te plaise, les âmes combattantes. J'ai voulu ce mot âme, parce que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a sont des gens qui portent en eux aussi, c'est pas qu'une histoire de volonté, c'est aussi une histoire d'espérance. Oui, je comprends. Il y a de l'espérance. Ils veulent aussi y croire, même s'ils ne savent pas effectivement comment ça va tourner. Oui, en réalité. Surtout à ce moment-là. Ouais. Sur les Champs-Élysées, il y a la statue de Winston Churchill, c'est normal. Sans lui, alors là on va faire de l'histoire-fiction, mais sans lui, sans le SOE, est-ce que la résistance selon toi, aurait pu être ce qu'elle a été ? Ça, c'est difficile à dire. Parce que c'est quand même l'argent anglais. Ouais, c'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'était les premiers à structurer et porter, aider les réseaux de résistance en France. Ils ont donné beaucoup d'argent, beaucoup d'armes, énormément d'armes, et du renseignement. Il y a beaucoup de renseignements. Donc, oui, on ne sait pas comment ça se serait passé, mais ce qui est sûr, c'est que c'était une action absolument décisive, et même si, comme on le disait tout à l'heure, ça a mis un peu de temps après la libération, aujourd'hui, leur action, en tout cas les historiens sont unanimes, et les mouvements de résistance aussi, pour saluer leur action. Il y a eu un livre publié en Allemagne très diffamatoire en fin des années 50 pour Pierre de Waumécourt, qui
Oui, Ouais. raconte. Enfin, c'était pas uniquement consacré à Pierre de Wémécourt, etc. Mais Polonais ou je sais pas quoi, c'est ça. un Allemand. Il a un nom. Qui un peu qui se prétendait aristocrate de la noblesse, etc., mais qui était un peu un petit peu mythomane, etc., et qui était en fait complètement téléguidé par Blécher, l'officier qui était l'amant de la chatte. Et lui dans ce livre a laissé entendre que en fait Pierre de Wémécourt était tout complice en fait de Mathilde Carré, de la chatte, et que voilà. Et donc quelque part il avait une responsabilité dans des arrestations, etc. Ça a été un coup de poignard, parce que là j'ai retrouvé les documents aux archives de la défense à Vincennes. Ça a été un coup de poignard pour lui, parce que c'est terrible de sortir de ces années-là, ensuite de reprendre pied et vie, etc., de tourner la page quelque part, de reconstruire quelque chose, et puis tout d'un coup boum, on est attaqué dans son honneur, etc. Et là, il y a eu une mobilisation de tout le réseau de résistance pour soutenir Pierre de Wémécourt, et en disant, et c'est Marie-Madeleine Méric du réseau Alliance, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, qui a signé un éditorial en disant « Attaquer Pierre de Wémécourt, c'est attaquer toute la résistance ». Et l'éditeur s'est excusé. Et l'éditeur a dû retirer le livre et s'est excusé en disant qu'il avait été intoxiqué par des gens qui étaient très malfaisants, quoi, par rapport à pas simple, hein. Effectivement. J'aime bien la fin, d'ailleurs. Ça finit sur les Champs-Élysées, où il prend un whisky. Ouais, il se retrouve là où il était, en fait. Là où il devait, enfin, il était avant. Ouais, tout à fait. Ils vont se retrouver. On va pas raconter toute l'histoire, parce qu'il y a une histoire pour le coup réelle, mais extrêmement romanesque. Mais c'est très cinématographique. On imagine les images passant en noir et blanc. Effectivement, Thérèse et Pierre de Wémécourt vont se retrouver et se dire tout ce qui s'est passé dans leur vie respective les derniers mois, puisqu'encore Pierre de Wémécourt avait été arrêté, donc prisonnier à Fresnes, et ensuite envoyé à Colditz. Oui. Là, il y a eu beaucoup d'officiers français et alliés qui étaient enfermés. Et donc, pendant plusieurs mois, ils n'avaient plus de contact. Et là, voilà, c'est l'heure des retrouvailles, et puis de la... C'est vrai, ça, ou c'est... C'est absolument vrai. Ouais. Et ce qui va se passer après est vrai, mais on dit rien. On dit rien, effectivement. Quel est le personnage que tu as eu le plus de mal à quitter quand tu as écrit le mot fin? On parlait de René tout à l'heure, mais oui, mais Thérèse aussi, forcément, parce que en fait, moi, en terminant ce récit, j'avais envie de leur dire merci, quoi. C'est ce qui me venait à l'esprit, quoi. Merci, quoi. Carrément. Merci pour tout ça, parce que c'est fou. Vertigineux. C'est vertigineux, et sans eux... comment les choses auraient tourné. Alors là, pour le coup, je pense que sans toute cette capacité, cette mobilisation de résistance, ça a joué un rôle absolument majeur, quoi, dans le retournement de situation et dans ce qui a été ensuite la victoire. C'est ça que tu aimerais que les gens retiennent quand ils ferment le livre? C'est merci. Ouais, merci. De pas oublier, qui ils étaient, pourquoi ils se sont engagés. Et leur simplicité, leur engagement total, je pense que ça inspire un tel respect, mais encore faut-il connaître leur histoire. C'est pour ça que j'ai voulu absolument faire ce livre. Et puis il y a une phrase de Germaine Tillion dont on parlait tout à l'heure, que je trouve très forte, qui après la guerre a dit au terme de mon parcours, je me rends compte à quel point l'homme est fragile et malléable. Rien n'est jamais acquis. Notre devoir de vigilance doit être absolu. Le mal peut revenir à tout moment. Il couve partout. Et nous devons agir au moment où il est encore temps d'empêcher le pire. Et voilà, c'est la parole d'une vieille dame qui a été une grande résistante et qui
et qui sait ce que c'est aussi que la nature humaine dans effectivement ce côté, comme elle dit, malléable, etc. Et que collectivement, voilà, les choses peuvent tourner très négativement et qu'il faut être hyper vigilant sur tous ces sujets-là. Oh que oui. Et que eux sont une inspiration, une exemplarité très importante par rapport à cette vigilance, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a une chose qui m'a pas mal touché, j'ai été surpris de la froideur des documents administratifs pour la recherche des disparus. Il n'y a pas vraiment une phrase, alors on ne leur demande pas de faire non plus un roman, ni de faire un poème, mais c'est très froid, c'est très... voilà, il est là, il a fait ça, il a eu ça, et voilà. Oui, c'est le moment où Thérèse cherche à... On ne dit pas qui, mais bon. Voilà, on cherche à savoir ce que devient son mari. Et effectivement, bon, elle va apprendre tout ça, mais à travers des courriers qu'elle demande, qu'elle exige, qui sont effectivement dans un style administratif. Alors parfois, on voit aussi de l'humanité, oui, parfois la phrase, le courrier d'avant. Et voilà, de la part de certains auteurs administratifs, des services qui vont exprimer quand même quelque chose d'un peu délicat, quoi, par rapport à ça. Il y en a, et puis d'autres. C'est intéressant de voir comment ils emploient l'indicatif et le conditionnel. Donc il y a beaucoup de conditionnels, etc. Donc on maintient un peu d'espoir, etc. Et oui, et comme j'ai retrouvé tous ces dossiers administratifs, j'ai voulu montrer ça aussi. Ouais. C'est important. Ouais. Ouais. Alors il y a les photos, il n'y a pas de photos dans le livre, mais il y a les photos dans la 4e de couve, que j'avais pas dans le doc, dans le PDF, donc que j'ai découvert avec le livre papier, donc les 3 personnages. J'arrive pas à trouver un air de famille avec Thérèse, mais c'est pas facile évidemment, parce que là elle a quoi, 20... Oh bah là, elle a 25 ans. Ouais, 25 ans. Ouais, 25 ans. Sacré personnage. Et ouais, tout à fait. Et puis, alors René Piercy, d'ailleurs, les photos, c'est incroyable parce que Avant la balafre. Il y en avait. Comment ? Avant la balafre. Ouais, c'est juste avant la balafre. Ouais. Et en fait, je ne trouvais pas de photos, et les historiens qui s'intéressent, qui sont très précisément à ces réseaux du SO, etc., que j'ai interrogés, n'avaient pas de photos de René Piercy. Donc je me disais, bon bah voilà. Et puis un jour, dans le grenier de la maison du Beaujolais, là, dont on parlait, petit miracle, j'ai retrouvé une photo vignette, vraiment. C'est dingue. Hein. Avec écrit derrière René Piercy, et c'était l'écriture de ma grand-mère. Et donc j'avais enfin une photo de lui, et c'est vrai que ça apporte beaucoup, parce qu'on moi je les regarde régulièrement, et on est un peu plus avec eux, quoi, parce que voilà. Et voilà, ça a été un travail de vraiment, c'est vraiment ce travail de recherche comme ça, c'est vraiment passionnant, et parce qu'il y a des moments où on trouve des choses, et puis après, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on se pose des questions, on n'arrive pas à avoir les réponses, on cherche une photo, on l'a pas, etc. Et puis tout d'un coup, les petits miracles se produisent, et puis tout est relancé, et puis finalement, on arrive à reconstituer une histoire. Alors, on reconstitue pas tout, hein. Non. Puis il y a le regard de l'auteur aussi, enfin voilà, sur cette histoire. Qu'est-ce qui est le plus amusant, c'est la recherche des documents, la chasse aux documents, ou l'écriture? Moi, j'aime beaucoup l'enquête. Ça a été un peu mon premier métier quand j'étais journaliste à l'Express. J'aimais beaucoup l'enquête, l'investigation, etc. Donc le travail aux archives, je le trouve absolument passionnant. Les archivistes sont des gens extraordinaires qui vous aident beaucoup, hein, parce que c'est vraiment des techniques. Hein, il faut souvenir. Ouais, il faut savoir naviguer dans les archives. Donc ça, c'est très exaltant. Et puis l'écriture, c'est très prenant, très très émouvant. Quand on a l'impression qu'on arrive à exprimer les choses, etc. Donc voilà, c'est les 2 étapes indispensables pour essayer de faire un livre qui se tient et qui... Oui, il se tient. Il se tient. Il y a une âme dans ce livre, justement, et c'est pas pour faire un jeu de mots avec le titre, mais il y a une âme. Merci. D'ailleurs, j'encourage
tout le monde, je pense, à aller dans les greniers de ces familles. Il y a certainement des tas de choses à trouver. Aujourd'hui, tu en parles un peu pour faire des recherches généalogiques, c'est beaucoup plus facile avec Internet. Il y a beaucoup de services qui sont bien foutus, certains sont payants, d'autres moins. Mais c'est assez incroyable. Ah oui. Nous, on a connu la période sans Internet. Ça nous fait drôle. Mais... Même si parfois, il faut y aller aux archives. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas numérisées, etc. Mais il y a énormément de choses quand même. Bon courage. Mais il y a effectivement énormément de choses numérisées aujourd'hui. Et donc, c'est une mine d'informations, ça, c'est sûr. Et puis après, c'est pas mal d'aller compléter tout ça en allant voir les archivistes. Oh que oui, et puis parler à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents quand il vous en reste. Parce que quand on dit c'est une bibliothèque qui brûle, c'est vrai. Et puis écrire même pour la famille, c'est pas forcément des publications, etc. Mais une fois que c'est sorti des cartons, une fois que la parole a été enregistrée, etc., de le retranscrire, etc., tout ça, un jour, ça va servir. Ça va être une matière de mémoire, de témoignage, etc., qui va être très utile. Donc, il faut le faire. Tout le monde n'a pas été résistant non plus, parce qu'il y a tout le monde, comme on croit, depuis 46 que tout le monde a été résistant. Non, mais je veux dire, tout le monde n'a pas non plus été un salaud, donc il y a de tout, il faut entendre tout, et il faut se remettre dans le contexte. Exactement. Toujours se remettre dans le contexte. Et puis, les gens qui ont œuvré à leur manière, comme ils pouvaient, et puis ça raconte l'époque, ça raconte la vie quotidienne. Et il faut appréhender l'époque. Et ça, c'est pour ça que la parole des grands-parents, etc., elle est très précieuse. C'est pour ça que la petite histoire est très importante par rapport à la grande. Parce que la grande, c'est facile. Mais la petite, voir ce qui s'est passé vraiment sur le terrain. Moi, j'avais appris, il y avait des femmes résistantes qui faisaient ni plus ni moins que de tracer au feutre, quand il y en avait, sur leurs jambes, un trait pour faire croire qu'elles avaient des bas. C'était leur forme de résistance. Oui, il n'y a plus de bas, mais on fait comme si, parce qu'on reste parisienne. Et ça, je trouvais ça formidable. Ça part de ça, et ça va faire sauter des trains aussi, d'autres. Et puis, il y a, dans le livre, j'en parle un peu, parce que j'ai trouvé ça formidable, ce que j'ai appelé la résistance poétique. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, ils attendent impatiemment la sortie d'un cahier qui s'appelle le cahier du Rhône, où il y a des textes littéraires, il y a des poèmes, etc., qui sont publiés dans cette revue qui est imprimée en Suisse, etc. Et en fait, il y a deux choses, c'est-à-dire que ces textes-là véhiculent quelque part ce besoin d'espérance, d'espoir, par ce qui est écrit, donc ça nourrit, donc ça c'est important. Et puis, il y avait quelque chose plus du renseignement, etc., c'est qu'il y a des messages codés aussi dans ces textes en question. Et voilà, c'était une manière aussi de résister. C'est ça, chacun sa façon de résister. Renaud Leblond, merci beaucoup. Merci, Les âmes Richard. combattantes chez l'Archipel. Il faut le lire, même l'été, parce que c'est tout à fait à lire. On peut le lire ça sur la plage, au bord de la piscine, où que vous soyez, même au boulot. Quand vous revenez du boulot, évidemment. Tu reviens quand tu veux. T'es déjà sur un autre roman ou oui, un livre d'histoire. Écoute, bon, allez, on est entre nous. On est entre nous. Je le répète. On a parlé de Tola Vologe tout à l'heure, ce grand sportif qui est dans le livre, et c'est vrai que je pense qu'il mérite vraiment qu'on lui consacre un ouvrage. Donc, voilà, je suis vraiment au début de cette histoire-là. Excellent. Mais oui, j'ai envie de l'écrire. Olympique lyonnais. Mais écoute, je te propose qu'on fasse une émission spéciale quand tu auras écrit le livre et que tu commenceras à l'éditer. Et tu reviens et on fait une émission spéciale sur lui. Génial. Merci beaucoup. Merci Richard, merci beaucoup. Salut à tous.